elles vous ont marqué. Vous avez été nombreux à demander le retour en commentaire. Il faut dire que ça fait maintenant assez longtemps que je n'ai pas préparé une vidéo sur des crimes véritables. Aujourd'hui, je vous propose 3 histoires de meurtres quasi inédites sur le YouTube français. Évidemment, toutes les sources sont en description. On va partir ensemble les amis à la recherche de traces de sang des victimes et d'empreintes des coupables. Mais avant de mener ces enquêtes plus que morbides avec moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites devant la vidéo. Je vous dis ça parce que j'ai récemment aperçu dans mes mentions Instagram que des gens parfois m'identifiaient dans des contextes complètement aléatoires pendant qu'ils regardaient tranquillement mes vidéos. Je vous donne un exemple, un gars m'a mentionné en me disant ouvertement qu'il écoutait mes vidéos en passant le rotofil dans son jardin. Je vous adore, vraiment je vous adore, vous me faites vivre des trucs parfois géniaux. Et pour ça, merci vraiment. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que tu kiffes sûrement mon contenu, que t'aimes te faire peur et peut-être même que t'as aussi envie de me soutenir. Si c'est le cas, t'es au bon endroit. Bon, pour être totalement transparent avec vous, j'ai lancé cet espace pour une raison très simple. Pouvoir en fait réinvestir dans la chaîne, améliorer la qualité des vidéos et surtout aller encore plus loin ensemble. Vous l'avez sûrement remarqué avec le contenu que je sors en ce moment, je m'efforce de professionnaliser de plus en plus mon contenu. J'essaye du moins de proposer des vidéos produites, travaillées et surtout des formats longs que vous kiffez de fou. Mais tout ça, ça coûte très cher, plusieurs milliers d'euros parfois. Aujourd'hui, il faut savoir les amis que je finance tout de moi-même, de A à Z. Écriture, tournage, matos, montage, équipe technique, tout. Et voici d'ailleurs quelques exemples concrets. Ce court-métrage que vous voyez à l'écran, dont je suis d'ailleurs extrêmement fier, m'a coûté 5 000 €. Et les 5 épisodes qui sont sortis dernièrement avec les abonnés m'ont coûté en tout 3 000 €. Tout est financé par ma propre poche. Donc pour vous dire que chaque soutien, chaque membre me permet en fait là concrètement de réinvestir dans la chaîne. Du meilleur matériel et beaucoup plus d'ambition dans les projets. Mais alors qu'est-ce que tu gagnes en devenant membre de la chaîne ? Un badge de fidélité à côté de ton pseudo dans les commentaires, il évolue avec le temps, tu verras. Des emojis personnalisés pour réagir aux vidéos, que vous êtes seul à avoir. L'accès aux coulisses des tournages sur des posts privés. Je répondrai aussi en priorité à vos commentaires. Je repère les membres et hop, je vous réponds direct. Et tu auras aussi une dédicace personnalisée où j'afficherai dans une de mes vidéos ton pseudo ou ton message pour te remercier publiquement de ton soutien. Et j'ai oublié de préciser évidemment le plus important, tu auras accès en avant-première à toutes les nouvelles vidéos avant le public. Mais bon, si vous n'avez pas les moyens, ne vous mettez pas dans la sauce, je vous en voudrais pas du tout. Déjà, regardez, likez, commentez, c'est déjà énorme pour moi. Tu peux dès maintenant choisir ton camp, fantôme, vampire ou démon. Merci pour votre confiance les amis, et croyez-moi, ce n'est que le début. Elle ne respire pas, elle ne respire pas. Je pense qu'elle va mourir. Il est 5h du matin, ce dimanche, quand la police de Sunrise en Floride reçoit cet appel très inquiétant. Une brigade alors est aussitôt dépêchée au complexe résidentiel de la 128e rue. À leur arrivée dans l'appartement 307 d'où provenait l'appel, les agents sont complètement sous le choc. Ils trouvent un homme allongé près du corps, inanimé de sa compagne. Ils appellent à l'aide. Sur la table basse du salon, une bouteille de tequila et des rondelles de citron. Les pièces sont ravagées. Une lutte violente semble avoir eu lieu dans l'appartement. Les murs sont fracassés, la porte vitrée du salon est brisée. Il y a du sang, dites-vous, partout. Mais il y a aussi ce qui ressemble à des petits morceaux de chair humaine ensanglantés autour du cou de la pauvre femme. À l'arrivée des secours, elle est déjà déclarée sans vie depuis presque 2 heures. Les voisins de palier, au 308, disent avoir entendu des bruits sourds et une voix masculine qui hurlait vers 2 heures du matin. Immédiatement interrogé, Fidel Lopez confie alors aux enquêteurs que c'est un jeu sadomaso consenti qui a très mal tourné. Selon lui, c'est simplement un accident. En charge de l'affaire, le sergent Christopher Piper ne croit pas du tout à la version, vous l'aurez deviné, de l'homme. Mais alors, que s'est-il passé ce soir de septembre 2015 dans cet appartement ? Personne ne va comprendre. Fidel Lopez et Marianne Emmett sont 2 trentenaires qui vivent à Sunrise en Floride. Elle est agente immobilière. Lui, c'est un employé pour Truckstock, une entreprise de logistique de transport. Ils se rencontrent tous les deux dans un complexe résidentiel dont Maria est gestionnaire. Le même où ils ne vont pas tarder à emménager ensemble. Lorsque le drame arrive, ça ne fait pas plus d'1 semaine qu'ils ont emménagé dans l'appartement 307 de la résidence. Le voisinage décrit Maria comme une personne gentille et discrète. Plutôt plaisante. Elle est, à vrai dire, plutôt appréciée. Même dites-vous que sa famille vante sa douceur et sa bienveillance. Mais alors, qu'est-ce qui a conduit cette jeune femme à mourir dans des circonstances aussi abominables ? La jeune femme est décédée d'une hémorragie massive. Une hémorragie causée par ce qui ressemble à une éviscération.
En d'autres termes, ses organes reproducteurs internes et une partie de ses intestins ont été complètement arrachés. Un simple jeu alors sadomasochiste aurait-il pu causer un tel accident? J'en doute fort. Face aux menaces des enquêteurs, Fidel Lopez avoue tout. Après tout, c'est la peine capitale là qui l'attend s'il ne passe pas un accord avec les autorités. Ce soir-là, il s'est transformé en monstre. Ce samedi soir a commencé avec Maria et une bouteille de tequila. À la demande de Maria, ils ont entrepris des rapports sexuels. Et selon lui, elle était demandeuse de pratiques brutales. Elle lui aurait donc demandé de lui insérer une bouteille de bière dans le vagin en lui disant aimer ça. Mais à cause de l'alcool, elle s'est sentie mal et s'est rendue aux toilettes pour vomir. Une fois revenus, ils ont repris leur petit jeu sexuel. Maria ne se sentait toujours pas bien et semblait avoir du mal à respirer. Et là, pendant leurs ébats, déjà difficiles, elle s'est mise à crier un prénom, celui de son ex. Et elle a hurlé 2 fois. Elle a changé mon nom, elle m'a traité du nom de l'autre connard. Et elle l'a répété 2 fois. Elle avait tort, elle me confondait avec lui. À ce moment-là, je suis en colère. Vraiment en colère. Fidel Lopez avoue alors aux enquêteurs que cela l'a rendu complètement foudrage. Et l'a conduit à des actes d'une brutalité incroyable. Attention, certains détails, je vous l'accorde maintenant, risquent de heurter la sensibilité de certains. Dans une colère noire, il s'est donc mis à hurler, puis à jeter plein d'objets dans la pièce, avant de taper dans les murs et briser un miroir. Après avoir tout cassé dans l'appartement, il s'en est pris à elle. Mais sous l'effet de l'alcool, elle ne réagit pas. En fait, elle est déjà inconsciente. Il s'approche alors de son corps et commence à insérer dans son vagin ce qui lui passe sous la main. La bouteille de bière, mais aussi un fer à lisser. Il va faire ça dans son vagin, mais aussi dans son anus. Trop inconsciente pour lutter, la pauvre Maria est livrée entre les mains de son bourreau. Et son cauchemar, dites-vous, ne fait que commencer. Après les objets, Fidel Lopez enfonce son poing dans le vagin de la pauvre femme, puis son deuxième jusqu'au coude, si violemment que du sang se met à couler. Il lui arrache alors ses organes génitaux internes et une partie de ses intestins. Après avoir massacré le corps de la pauvre Maria, il essaie de la réveiller. Il l'emmène dans la salle de bain et lui asperge de l'eau au visage. Et elle ne reprendra d'ailleurs jamais connaissance. Lopez a donc l'idée d'aller fumer une cigarette. Mais avant ça, il prend la peine de laver le sang de ses mains. Puis, il se rend sur le balcon pour fumer. À son retour, il constate que Maria ne respire plus. Et c'est à ce moment-là qu'il se résout enfin à appeler les secours. S'il avoue, se lâche, se pleutre, c'est pour passer un accord avec la justice et échapper à lui-même à la peine de mort. Lui, le monstre qui a arraché à main nue les organes de sa compagne. Ce monstre que sa mère décrit pourtant comme un fils aimant et génial. S'il échappe à la peine de mort, il est condamné à la prison à vie. Les termes de l'accord stipulent que Lopez ne peut pas faire appel de la décision et qu'il ne pourra jamais être libéré sur parole. Pour seule réponse de Maria, son père l'a décrit comme un modèle d'affection, d'effort, de persévérance et d'amour de l'humanité. Lorsque Tristine Bailey est portée disparue, ses proches se mobilisent immédiatement pour fouiller le quartier. Ce matin de fête des mères, son frère ne l'a pas trouvée dans son lit quand il a voulu aller la réveiller. Bizarre. Après 2 brèves recherches, sa mère, Stacy, appelle alors rapidement le 911. À 10h, le 9 mai 2021, la disparition de Tristine est signalée. À 18h, les recherches alors s'arrêtent quand on découvre son corps, mutilé au fond d'un bassin de rétention d'eau. La jeune fille semble avoir été agressée à l'arme blanche. Son corps présente de nombreuses blessures, surtout à la tête, au dos et aux épaules. Mais qui a bien pu faire subir ça à cette jeune fille appréciée de tous? Tout le monde va se poser cette question. Tristine Bailey a 13 ans en mai 2021. Née à Singapour, où elle vit jusqu'à l'âge de 4 ans, elle est la cadette d'une fratrie de 5 enfants. C'est une jeune fille dynamique, investie dans les activités extrascolaires et toujours là pour ses amis. À l'école Patriot Hawks Academy, dans le comté de St. John's en Floride, elle se distingue par sa popularité. Il faut dire qu'elle est plutôt jolie et elle est aussi pom-pom girl. Quand sa mère signale sa disparition, Tristine a été vue pour la dernière fois à 1h du matin au centre de loisirs de Durban.
Cette zone commerciale se trouve près d'une étendue boisée et de nombreux bassins de rétention d'eau. Les recherches se portent alors immédiatement là, sur la zone. Ce n'est qu'à 18 h qu'un habitant traverse le bois. Il en ressort de l'autre côté, sur Saddleston Drive. Et là, dans le bassin de rétention, il aperçoit un corps sans vie. À 20 h, la famille, à qui on demande d'identifier le corps, confirme alors qu'il s'agit bel et bien de celui de Tristine. Les analyses préliminaires dénombrent pas moins de 114 blessures sur le corps. 114 coups de couteau exactement, dont 49 aux mains et aux bras, ce qui témoigne qu'ils lui ont été portés alors qu'elle tentait de se défendre. À l'intérieur de sa cheville gauche, le mot « karma » est écrit à l'encre bleue sur sa peau. Sur la cheville droite, un smiley. Et dans son cuir chevelu blessé, la pointe d'un couteau qui s'est cassé. À partir de ce moment, les enquêteurs n'ont qu'une idée en tête, retrouver l'assassin de la jeune Tristine. En fouillant donc les alentours du bassin où a été retrouvé le corps, les enquêteurs retrouvent un couteau de la marque Buck. La pointe cassée correspond au fragment retrouvé dans le cuir chevelu de Tristine. Mais les enquêteurs n'ont toujours aucune idée du propriétaire de l'arme. En interrogeant donc les camarades de Tristine à la Patriot Oaks Academy, les enquêteurs sont mis sur la piste d'un certain Hayden Fetchy. Selon Duffy Epsher, un lycéen ami avec Hayden Fetchy, ce dernier, lui, a demandé le numéro de téléphone de Tristine pas plus tard que le matin du drame. Bizarre. Drôle de coïncidence. D'ailleurs, l'après-midi et le début de soirée avant le drame, Hayden et Tristine l'ont passé avec lui d'office. Ils sont tous les deux venus chez lui avant de partir ensemble vers 1 h 10 du matin. Dans le voisinage de Tristine, les bandes de caméras de surveillance des maisons sont saisies alors. Les enregistrements alors de nuit de samedi à dimanche sont passés au crible par les enquêteurs. Sur l'un d'eux, on y voit 2 personnes étrangement marchant vers l'est sur Saddleston Drive à 1 h 45 du matin. Vraisemblablement Tristine et Hayden. Puis à 3 h 47, la même caméra filme un individu, seul cette fois, qui court dans le sens inverse, vers l'ouest. Une paire de chaussures blanches à la main, il semble que ce soit Hayden. En revanche, plus aucune trace de Tristine. Convaincus alors de la culpabilité d'Hayden, les enquêteurs se rendent à son domicile pour perquisitionner. L'adolescent vit avec sa mère au 4286 Racetrack Road, à proximité du lieu où on a découvert le corps de Tristine. Le 10 mai, vers minuit, la police alors se rend chez eux, dans l'espoir évidemment de trouver des preuves pour inculper Hayden. Et là, c'est l'horreur. Des vêtements ensanglantés sont retrouvés dans sa chambre et dans le lavabo de la salle de bain. Le jean et le siphon du lavabo sont testés positifs à la présence de sang. Dans la chambre aussi, le fourreau d'un couteau qui correspond au modèle retrouvé près du corps de Tristine. Vers 3 h du matin, Hayden Fetchy est arrêté alors. Dans la voiture de police, depuis la banquette arrière, il poste une story sur Snap, complètement effrayante. Et sur l'image, il fait le signe de paix avec la légende « Salut tout le monde, est-ce que quelqu'un a vu Tristine récemment ? On s'amuse bien dans une putain de voiture de police. Tristine, si tu sors de là, putain !» Avant que la vidéo ne s'arrête. Inculpé pour meurtre au 2e degré, le chef d'inculpation sera requalifié en meurtre au 1er degré après des témoignages très inquiétants. Pendant l'enquête, des camarades d'Hayden ont confié qu'ils projetaient de tuer quelqu'un, précisément en l'amenant dans les bois de St. John's pour le poignarder et les voir se vider de leur sang. Hayden avait pour ambition d'accomplir ce meurtre dans le mois à venir. Il parlait d'ailleurs souvent de son fantasme de tuer, et il portait souvent un couteau sur lui. Son ex-petite amie d'ailleurs, Sophie Bowman, avoue même aux enquêteurs qu'il lui arrivait de sortir son couteau et de faire semblant de le poignarder avec. Elle apprend aussi aux enquêteurs que, apparemment, il prétendait entendre des voix dans sa tête lorsqu'il était très en colère, et que ces voix lui disaient qu'il était un bon à rien et une déception. Mais personne n'a jamais pris Hayden au sérieux. Personne n'a jamais cru qu'un jour il puisse vraiment passer à l'acte. Transféré alors à la prison du comté de Duval, après son arrestation, il est détenu sans possibilité de libération, sous caution en attendant son procès. Sa mère, Crystal Smith, est aussi arrêtée pour falsification de preuves, mais sera très vite relâchée. Après l'arrestation de son fils, les enquêteurs ont saisi les bandes vidéo des caméras de surveillance de leur domicile. Et les enregistrements montrent que dans la nuit, elle a tenté de nettoyer le jean ensanglanté de son propre fils. Une autre femme apparaît aussi sur la vidéo, mais la police n'a jamais révélé son identité.
Crystal Smith affirme qu'elle ne savait pas du tout encore ce qu'il était arrivé à la jeune Tristin quand elle a voulu nettoyer le jean de son fils. Face à Aiden Fucci, les enquêteurs veulent savoir que s'est-il passé vraiment entre 1h10 du matin et 3h45 ce matin de la fête des mères. Qu'a-t-il fait à la pauvre Tristin Bailey? Aiden dit aux enquêteurs qu'après être parti de chez Duffy's, il a marché avec Tristin le long de Northern Parkway jusqu'à qu'elle tourne sur Clusterbane Drive pour rentrer chez elle. Puis il a simplement continué jusqu'à arriver chez lui à 3h30. Les inspecteurs, eux, estiment le temps du trajet à pied depuis Clusterbane Drive à seulement 30 minutes. Comment alors aurait-il pu mettre presque 3 heures? Qu'a-t-il fait pendant ce laps de temps? Ils comprennent pas. Face à l'insistance des enquêteurs pour obtenir encore plus de détails, Aiden modifie complètement sa version. Il avoue que Tristin et lui se sont disputés après qu'il ait essayé de toucher ses parties intimes. Agressée, la jeune fille a tenté de se défendre et il dit l'avoir repoussée. Puis, elle est tombée et s'est cognée la tête. Il clame son innocence. Mais devant le jury en 2023, il finit par plaider coupable pour meurtre au premier degré. Les experts ne lui diagnostiquent aucun problème mental. Parmi les témoins appelés à la barre, la famille de Tristin, ses amis, les membres de l'équipe de Pom Pom Girls et des employés de la Patriots Oaks Academy. Mais aussi la grand-mère de Aiden Fucci qui tente de le défendre en criant « S'il vous plaît, ne le retirez pas de nos vies pour toujours ». Lui avoue avoir complètement commis le meurtre. Pour le juge, Tristin a subi une mort douloureuse et terrible entre les mains d'une personne en qui elle avait confiance. Il considère alors que le crime est affreux, atroce et cruel, et les témoignages prouvent qu'il a été orchestré sans autre motif que de ressentir ce que c'est de tuer. En d'autres termes, le meurtre est manifestement prémédité. Il ne s'agissait pas de cupidité, de représailles, de vengeance ou d'un accès de colère incontrôlable. Cela a été commis de manière froide, calculée, sans aucune justification morale ou légale. Mineur au moment des faits, Aiden Fucci échappe à la peine de mort, mais écope de la réclusion criminelle à perpétuité. Depuis, il purge sa peine à l'établissement correctionnel de Cross City. Depuis sa cellule, il écrit une lettre d'excuse pour la douleur causée à la famille et aux amis de Tristin. Mais eux le jugent pourtant irrécupérable, et aussi sont satisfaits de sa condamnation à perpétuité. Et on les comprend. Et ils ont probablement raison, puisque pendant sa détention, les rapports d'incidents font état de multiples cas où il est impliqué. Bagarres, détention d'objets de contrebande, raquettes d'autres prisonniers, menaces envers les gardiens, et j'en passe. Il se montre parfois si agressif qu'il faut le maîtriser avec du gaz lacrymogène. En même temps, quel démon faut-il avoir dans le corps pour être capable d'infliger 114 coups de couteau à un être vivant qui n'a absolument rien demandé? Le 17 février 2004, un élève dénonce Brian Lee Draper et un autre élève resté anonyme au proviseur du lycée. Il les accuse de planifier un massacre dans l'établissement. C'était 2 ans et demi avant qu'il ne tue pour la première fois. Brian Draper est un lycéen d'à peine 15 ans. Il habite à Pocatello dans l'Idaho aux États-Unis. Né à Sandy dans l'Utah, il se sent différent des autres depuis l'enfance. Il a la sensation que personne ne s'intéresse à lui, il se sent vraiment très seul. Il se considère même comme un perdant sans aucune importance. Et une fascination commence pour lui dès le collège, les films d'horreur. Et puis, quand il a 9 ans, il découvre aux informations le massacre de Columbine. En 1999, 2 élèves ont introduit des armes dans leur lycée et ont tué 12 camarades et un enseignant. Et ça le fascine complètement. Il développe alors l'idée que lui aussi doit faire quelque chose de grand et de mauvais. Internet lui permet alors de discuter sur des forums avec d'autres obsédés par la fusillade. Quand il déménage à Pocatello, il rencontre alors Torrey Michael Adamczyk. Tous les deux, intéressés par le cinéma, ils se découvrent vite des atomes crochus. Torrey Adamczyk encourage même la passion de Brian pour les films d'horreur. Brian se sent enfin aimé par quelqu'un et surtout compris. Un jour, ils regardent ensemble le film Scream. Pour eux alors, c'est une révélation. Les 2 amis passent leur temps ensemble à s'enregistrer en vidéo à l'aide d'une caméra,
rejouant les scènes de leur film préféré. Et leur rêve est de tourner leur propre version de Scream. Bien sûr, il n'est pas question de tuer quelqu'un. Non. Toney assure à Brian qu'il suffit de faire semblant en prenant quelqu'un par surprise, pour rendre la scène d'effroi beaucoup plus réaliste qu'au cinéma. La victime est désignée lorsqu'ils apprennent qu'une camarade de classe, Cassie, s'apprête à garder la maison de sa tante en son absence. Seule dans la maison, la situation est parfaite pour reproduire alors le scénario du film. Le 22 septembre 2006, Cassie se rend sur White Spring Cliff Drive. Elle y va pour garder la maison, comme convenu. Elle a promis à Allison et Frank, sa tante et son oncle, de s'occuper de leurs 3 chats et de leurs 2 chiens pendant qu'ils sont en week-end loin de la ville. Cassie en profite alors pour donner rendez-vous à Matt, son petit ami, qui arrive au domicile vers 18h. Un peu après lui, Torrey et Brian viennent sonner à la porte et proposent au couple de passer un peu de temps avec eux. Par politesse, sûrement, Cassie accepte de les laisser rentrer. Elle leur fait même visiter la maison jusqu'au sous-sol. Puis, les 4 ados s'installent dans la maison pour regarder un film, Kill Bill 2. Mais Torrey et Brian prétextent finalement préférer aller voir un film au cinéma. Et s'en vont. Cassie et Matt, les 2 amoureux, restent alors seuls dans la maison. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Brian a profité de la visite de la maison pour déverrouiller la porte du sous-sol. Et lui et Torrey comptent bien revenir pour filmer leur scène d'horreur. Quelque temps après avoir quitté le domicile, ils reviennent alors dans le quartier et enfilent une tenue noire ainsi que des gants et un masque blanc. Puis ils se rapprochent de la maison et pénètrent par le sous-sol à l'insu de Cassie et Matt. Le couple est toujours devant la télévision, dans le salon tranquillement, en train de regarder leur petit film. Et alors, pour tenter d'attirer Matt au sous-sol et se jeter sur lui, ils font intentionnellement du bruit. Leur but est d'effrayer Cassie et Matt afin de filmer les images les plus réalistes possibles. C'est ce que pense Brian, convaincu par Torrey que ce n'est qu'un prank, qu'une caméra cachée. Comme personne ne descend alors au sous-sol, il décide de couper l'électricité au disjoncteur. Quelqu'un va bien finir par descendre voir ce qu'il se passe, mais toujours personne. Alors, le duo rallume le disjoncteur. Mais au salon, Cassie et Matt ont bien vu les lumières s'éteindre. Et Cassie a plutôt peur, d'autant que l'un des 2 chiens a un comportement plutôt étrange. Il fixe alors les escaliers qui descendent au sous-sol et ne cesse de grogner. Voyant sa petite amie apeurée, Matt appelle sa mère et lui demande s'il peut rester avec elle pour la nuit. Sa mère évidemment refuse, mais elle propose à Matt que Cassie vienne chez eux. Mais Cassie s'est engagée auprès de son oncle et sa tante pour s'occuper de la maison des animaux. Elle ne peut pas faire n'importe quoi. Elle se sent alors responsable et décide de rester à la maison. Et vers 21h30, Cassie reçoit un appel de sa mère, Anna. Elle ne le sait pas encore, mais c'est la dernière fois qu'elle parle à sa fille. Puis, à 22h30, la mère de Matt vient le récupérer, laissant Cassie seule au domicile. Seule, avec les 2 garçons, toujours tapis dans l'ombre du même sous-sol. À ce moment, Matt décide d'appeler Torrey. Il veut savoir où ils sont pour pouvoir se retrouver tout simplement après leur film. Et quand Torrey répond, il chuchote. Et Matt pense que lui et Brian sont toujours dans la salle de cinéma. Eux, depuis le sous-sol, ont entendu Matt partir. Une fois l'appel terminé, ils coupent alors à nouveau le disjoncteur. Ils espèrent que Cassie va finir un beau jour par descendre. Mais la pauvre jeune fille, apeurée, ne descend pas. Elle a beaucoup trop peur. À bout de patience, le duo décide alors de sortir de sa planque et de monter surprendre leur victime. Brian est armé d'une dague, tandis que Torrey tient un couteau de chasse. Ils se sont procuré leur arme chez un prêteur sur gage. Quand ils arrivent sur le palier, Cassie est allongée dans le canapé. Brian, lui, ouvre les portes d'un placard et les claque brusquement pour l'effrayer. Puis, il se jette d'un coup sur elle et la poignarde brutalement une 30aine de fois. Ce n'est que 2 jours plus tard, en rentrant de leur séjour, que son oncle et sa tante vont retrouver le corps de la pauvre Cassie. Dans les premiers jours qui suivent la découverte, les autorités ont plusieurs suspects. En premier lieu, Matt, son petit ami. Après tout, il est la dernière personne à avoir vu Cassie en vie. Mais la scientifique révèle des empreintes digitales sur le lieu du crime, principalement sur le disjoncteur. Notamment celle du petit ami de la mère de Cassie, qui est aussi soupçonné. Tous 2 mis en garde à vue, ils sont rapidement blanchis quand Matt a mis les enquêteurs sur la piste de Brian et Torrey.
Pendant l'interrogatoire, il les informe de la visite de 2 camarades en début de soirée chez l'oncle et la tante de Cassie. Interrogés à leur tour, ils affirment alors avoir quitté les lieux vers 21h30 pour aller voir un film au cinéma. Malheureusement, pour eux, aucun des deux ne se souvient du nom du film, pas même de l'intrigue. Et aucun membre du personnel du cinéma n'est en mesure de confirmer leur venue ce soir-là. En réalité, rien ne confirme leur alibi. Les soupçons se portent plus que jamais sur eux. Arrêtés alors le 27 septembre 2006, ils sont accusés de meurtre au premier degré et de complot en vue de commettre un meurtre au premier degré. Pendant les interrogatoires, chacun blâme l'autre et rejette la responsabilité. Brian Draper dit qu'il était bien présent dans la même pièce que Torrey quand il a tué Cassie. Mais il dit aussi qu'il n'a pas donné un seul coup de poignard. Puis il se rétracte et admet finalement l'avoir poignardé aussi, sous les ordres présumés de Torrey, qu'il aurait contraint à le faire par la pression de l'emprise psychologique. Ça n'était pas censé arriver, c'était une blague à la base. Enfin, il indique aux enquêteurs où ils pourront trouver des preuves. À Black Rock Canyon, Torrey et lui se sont débarrassés des vêtements, de leurs masques et de leurs gants, mais aussi des armes du crime. Et une cassette vidéo a été moitié brûlée. Les enquêteurs réussissent quand même à exploiter des enregistrements qui font froid dans le dos. Des enregistrements sur lesquels les 2 garçons exposent leur plan macabre. Torrey apparaît sur les vidéos être le cerveau des deux et semble dominer Brian Draper. Il lui dit souvent de se taire et le rabaisse régulièrement. Seul Torrey interrompt Brian, jamais le contraire. Tandis que Brian se contente d'acquiescer à tout ce que dit Torrey. Ce dernier présente en fait, comme vous le voyez, les caractéristiques typiques de la psychopathie chez les jeunes. Torrey s'en prenait souvent à des petits chats qui n'avaient rien demandé afin de les torturer avant de les tuer. Tandis que Brian présente plus le profil de marginal dépressif manipulé par son ami. Plus que le meurtre de Cassie, il projetait de devenir aussi célèbre que des tueurs en série comme Ted Bundy. Pour ça, il envisageait de diffuser les enregistrements du meurtre de Cassie comme un film d'horreur. L'enregistrement débute d'ailleurs par une prise de vue de Cassie devant les casiers du lycée, filmé un peu plus tôt le jour du meurtre. Puis le plan passe directement à Torrey et Brian, qui sèchent les cours pour dresser la liste de morts de camarades de classe et mettre au point leur plan pour la nuit à venir. Ils se qualifient eux-mêmes de psychopathes complètement malades et expliquent concrètement leur projet de reproduire exactement le film Scream dans la vraie vie. À la différence évidemment de la fin. Pour eux, la fin parfaite, c'est une fusillade au lycée. Une fusillade digne de rivaliser et de surpasser le massacre du lycée de Columbine. Ils projettent de commettre ce massacre 2 semaines après l'enregistrement en question, après le meurtre de la pauvre Cassie. Puis l'enregistrement passe à un plan où ils se filment dans la soirée. Ils viennent juste de quitter le domicile de la tante de Cassie, prétextant aller au cinéma. Brian déclare face aux caméras qu'ils sont la tâche puissante de tuer leurs 2 amis. Enfin, après l'attaque, ils se filment à nouveau. Dans leur voiture, ils enregistrent une dernière séquence où ils se disent contents du plan et qu'il a fonctionné. D'autant plus que Cassie était finalement seule. Nous venons de tuer Cassie. Je suis désolé, famille de Cassie, mais c'est elle qui était là. Nous devons nous en tenir au plan. Avec ces enregistrements, Brian et Torrey sont condamnés d'avance. En 2007, après avoir été reconnus coupables de meurtre au premier degré, ils sont alors condamnés à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Torrey et Brian purgent tous les 2 leur peine à l'établissement correctionnel de l'État de l'Idaho. Pendant ce temps, Brian Draper a tout le temps de réfléchir à ses actes. Via un appel depuis la prison, il se confie aux journalistes à propos du meurtre de Cassie. Je le regrette chaque jour de ma vie. L'autre côté de la médaille dont personne ne parle, c'est qu'en prison, on perd toute sa vie. On perd tout. Je donnerais ma vie si je pouvais changer les choses. Ce qui est certain, c'est que la jeune Cassie, elle, n'a pas demandé, elle, à donner sa vie. Si j'ai une chose à dire en fin de cette vidéo, les amis, en conclusion, c'est attention aux personnes que tu fréquentes. Finalement, on ne connaît jamais réellement les personnes qui nous entourent. Maria, Cassie, Tristine, ces pauvres filles avaient toutes plus ou moins confiance en leur bourreau. Donc faites attention à vous les amis, mais évidemment ne psychotez pas partout pour autant, dès que vous voyez juste un mec marcher par exemple dans la rue. Ne psychotez pas, c'est pas sûrement un psychopathe, ou peut-être. Je vous rappelle les amis de me suivre sur Spotify, les vidéos sont disponibles là-bas un jour avant. Il faut aussi comme YouTube qu'on ait une grosse communauté là-bas. N'hésitez pas aussi à rejoindre la chaîne si vous voulez contribuer à l'évolution de celle-ci dans les contenus.
pour qu'on fasse des trucs beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus gros, qu'on améliore les formats abonnés ou qu'on fasse des trucs encore plus énormes. Je ne sais pas si des personnes sont encore là, si vous avez tenu tous ces éléments abominables que j'ai pu citer pendant la vidéo. En tout cas, merci du soutien, merci de me suivre encore et encore les amis, de m'écouter le soir avant de dormir ou dans n'importe quelle situation. Je vous aime, à très vite et on se dit à plus. Essayez de passer une bonne nuit quand même. J'imagine que ça va être compliqué, mais essayez du moins. Really nice. Okay, we did it. The Devourers is still there. I shouldn't shoot the ship. Come on. It's okay. Fuck these guys. Come on. Ah, shit! Guys, we're on top of the other ship! We're making baby ships! It's okay? The cannons work to fuck these guys? This is another ship orgy. Okay.